Bonjour Alice, merci d'avoir Bonjour. accepté de faire cette interview. Alors, tu es en direct de Chine et j'ai pas mal de questions pour toi, donc je suis ravie de te recevoir. Est-ce que peut-être tu peux commencer par te présenter? Oui, avec plaisir. Donc déjà, merci de m'avoir invitée. Donc je m'appelle Alice, j'ai 24 ans et j'enseigne actuellement dans une alliance française à Xi'an, qui est une ville au centre de la Chine. Voilà. Donc moi, j'ai fait un parcours assez classique. J'ai fait un master FLE et avant ça, j'avais fait une licence de langue et civilisation étrangère. J'ai appris le chinois pendant 3 ans avant de faire le master FLE. Et après, ben, directement, je suis partie à l'étranger pour pouvoir enseigner. Donc, c'est mon premier vrai emploi, on va dire. Ok, super. Ouais, donc en gros, ce qu'on appelle, hein, parce que tous les profils sont différents, mais assez classiques, quoi. Mais du coup, Mhm. euh, déjà, pourquoi est-ce que tu avais fait une licence de chinois? Tu étais passionnée par cette langue, la culture, qu'est-ce qui t'avait motivé? Alors, pas nécessairement. À la fin de mon lycée, j'avais envie d'apprendre une nouvelle langue étrangère parce que je savais pas du tout quoi faire et tout ce que je savais, c'est que bah, j'avais une appétence pour les langues. J'étais plutôt pas trop mauvaise. Donc, j'avais peur de m'ennuyer dans un parcours peut-être plus classique ou d'une langue que je connaissais déjà un petit peu. Donc, j'ai décidé de faire quelque chose de diamétralement opposé à ce que je connaissais. Et je ne connaissais absolument rien des langues asiatiques de manière générale ni de la culture asiatique. Je ne m'étais jamais intéressée de près ou de loin, ni à aucun pays d'Asie. Donc j'ai un peu fait ça, c'était un peu un pari pour me challenger, pour savoir si j'étais capable d'apprendre une langue comme le chinois. Et puis je me suis dit que si au bout d'un an ça me plaît pas, je pourrais toujours changer parce que voilà, j'avais cette possibilité-là. Puis finalement, je suis très très rapidement tombée amoureuse de la langue, de la culture chinoise. Et j'ai très rapidement aussi découvert le FLE, donc ça c'est un peu tracé comme une évidence pour moi. Génial, super. Et du coup, comment est-ce que tu as découvert le fleu? Assez au hasard aussi, je parcourais les options qui étaient présentes à l'université. Voilà, parce qu'il fallait, pour remplir quelques lieux, il fallait ajouter des options de choses totalement différentes à notre parcours principal. Donc, j'ai parcouru un peu les catalogues d'options et puis je suis tombée sur une option FLE. Qu'est-ce que c'est? De la linguistique, l'étude des langues. Allez, ça a l'air marrant. Donc, vraiment par hasard. Ok. Et à quel moment tu t'es dit, je passe de ça à faire un master fleu? Ben parce que après j'ai essayé de regrouper les deux choses qui me plaisaient à ce moment-là, donc à parler des langues, voyager, découvrir d'autres cultures, partager avec les autres, et je me suis aussi vite rendu compte que voilà, j'aimais enseigner, j'aimais partager des choses avec les autres. Donc, j'ai très rapidement découvert en fait le master FLE qui était bah, la voie, on va dire, la plus simple et directe d'accéder à ce métier-là. Mhm. Et t'as choisi quel master fleu et est-ce que tu l'as fait en présence ou en distanciel? Donc, j'ai fait le master FLE de l'université Paris-Cité, Paris 7. Et c'était un master FLE avec un parcours de langue d'Asie orientale. Donc, j'avais un parcours chinois. Donc, en gros, j'avais un peu moins de cours de FLE et quelques cours en plus de chinois pour un peu continuer mon apprentissage de la langue en approfondi. Et je l'ai fait en présentiel. Ok. Après, j'ai commencé en 2020. Oui, en 2020, donc j'ai commencé en distanciel. Non, attends, c'était un peu l'époque où c'était les universités ouvraient Ouais. puis fermaient. Donc j'ai un peu fait le yo-yo entre les deux, à vrai dire. Oui, ça devait être un deuxième ou après troisième confinement. Enfin, ouais, C'est ça, un truc comme ok. ça. Et est-ce que tu as fait des stages? Oui, j'ai fait un grand stage à la fin de mes études, enfin à la fin du master, et je l'ai fait en Autriche, à Innsbruck. Donc, c'était un stage de 4 mois dans une toute petite école en Autriche. Donc, c'était sympa. D'accord. Et deux questions. Tu as dû faire un mémoire, j'imagine. Mhm. Tu portais Ouais. sur quoi?
C'était l'enseignement du français par le théâtre contemporain. Voilà. Super. Du coup, tu as fait découvrir à tes apprenants diverses pièces de théâtre. Voilà, c'est ça. En gros, ça se présentait en deux parties. La première partie, c'était la découverte de tout l'aspect culturel du théâtre contemporain français, parce que euh, tout dépend de la culture, mais toutes les cultures ne sont pas plus ou moins proches du théâtre ou n'ont pas la même appétence pour ça. Donc, je leur ai fait découvrir des auteurs, des dramaturges, des mises en scène, des pièces, plein de choses. Je leur ai un peu appris le vocabulaire, tout le monde qu'il y a derrière. Et ensuite, dans un deuxième temps, bah, il y avait une mise en pratique. Donc, d'abord, on va dire, comment apprendre à être à l'aise euh, dans un groupe, à être à l'aise sur une scène, à porter sa voix, bouger son corps, et tout ça dans le but de, eh bien, prendre confiance en soi et de pouvoir parler avec plus de facilité la langue. Et Super. avec en troisième partie, eh bien, éventuellement mettre en scène, pardon, quelque chose pour pouvoir ensuite le présenter. Super. Et j'ai une question bête qui me vient à l'esprit, mais vu ton parcours, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ton stage en Chine au final? Bah parce qu'à l'époque, c'était pas ouvert, la Chine. J'ai fini mon master en 2022. Et à ce moment-là, la Chine, elle était ouverte seulement pour la famille, pour des gens qui avaient des liens familiaux. Et donc, Ah, on pouvait pas y aller, on ne pouvait pas avoir de visa travail. Enfin, on pouvait, je crois, mais en tout cas, pour un stage de seulement quelques mois, c'était ouais, c'était compliqué. vraiment pas possible, trop compliqué. Les démarches administratives étaient beaucoup trop Ouais, conséquentes. Et le visa tourisme n'était même pas accessible à ce moment-là. Donc, en fait, je m'étais dit, bah, c'est pas grave, la Chine, je la garde pour plus tard, quand ça ouvrira. Pour l'instant, je peux me concentrer sur un autre pays, découvrir une autre culture que je connais pas du tout. Donc, c'est toujours ouais. intéressant. C'est vrai que c'était une sacrée période qui a freiné beaucoup de gens, hein, surtout dans le FLE, dans leurs projets pro. C'était pas facile, hein. Et est-ce que tu avais déjà été en Chine avant la fin de enfin, du coup, avant Ouais. là, ta première expérience pro ou pas du tout? Ouais, j'y étais déjà allée pendant ma troisième année de licence. Voilà, pour mon apprentissage du chinois. J'étais dans une université et je continuais d'apprendre le chinois. En Voilà, échange ou un truc comme ça ou... Ouais, c'est ça. C'est Ok. ça, en échange. Donc, j'y suis restée 6 mois parce que, encore une fois, c'était en 2020. Donc, de septembre on va dire, de septembre 2019 à février 2020, j'y étais à Canton, donc dans le sud de la Chine. Et ensuite, j'ai dû rentrer en France parce que l'université en Chine juste était fermée et ne poursuivait Mm. pas les cours, même pas en ligne. Donc, en fait, si je voulais poursuivre ma licence et être diplômée, il fallait que je rentre en France pour continuer. D'accord. Mm. Ouais, donc t'avais déjà eu un avant-goût et ça t'a Ouais. conseillé dans ton choix après pour la Chine. Ok. Et donc ton diplôme en poche, est-ce que tu es Mhm. directement passé à la case de bah, je vais tenter l'expérience chinoise? Est-ce que tu as eu une étape intermédiaire? Ouais, il y a eu une étape intermédiaire où je me suis dit que j'allais me lancer en ligne Ouais. parce que j'avais entendu beaucoup de choses sur on va dire le statut du professeur de FLE en entreprise, euh, sur lequel on ne fait pas beaucoup d'éloges, qui est un peu, j'ai pas envie de dire mal vu, mais on va dire qu'il y a pas mal de désavantages et peu d'avantages finalement. J'avais fait beaucoup de recherches pendant ma deuxième année de master pour savoir bah, la différence entre travailler pour une entreprise ou travailler en ligne. Mm. Et j'avais beaucoup envie de tester l'expérience de travailler pour moi-même et de pouvoir être libre, être indépendante et pouvoir bouger là où je voulais. Donc j'ai fait ça pendant un peu moins d'un an, je dirais. À l'époque, j'habitais à Paris. Mhm. Donc, j'avais un petit travail alimentaire à côté pour pouvoir payer mon loyer parisien. Voilà. Donc, j'ai fait ça pendant une petite année. Ça a pas vraiment pris. Après, j'y mettais pas non plus toute mon âme puisque j'avais un travail à côté qui m'assurait
une sécurité à la fin du mois. Donc, on va dire que je manquais peut-être de motivation pour pouvoir réussir. Voilà. Et en fait, il s'est passé que c'était quand? Bah, du coup, l'année dernière, en mars 2020. Bon, alors les dates, on est en 2024. Oui, mars 2023. La Chine a réouvert ses frontières. Voilà, donc, et en fait, ça a été une sorte de déclic, Ouais. c'est-à-dire que je l'avais mise un peu de côté parce que bon, les frontières étaient fermées, c'était compliqué d'y aller, donc je m'étais dit, c'est pas grave, ce sera pour plus tard, et je l'avais un peu oublié, je m'étais dit que ce serait pour plus tard, et finalement, d'avoir entendu que les frontières avaient réouvertes, ça m'a soudainement donné envie d'y retourner. Et en fait, je me suis dit que j'avais jamais vraiment eu d'expérience dans une entreprise et que je ne pouvais pas cracher sur quelque chose que je n'avais pas expérimenté par moi-même. Donc, j'avais quand même ce besoin de travailler pour une structure, de découvrir la vie d'un prof avec des collègues, avec des cours différents. Voilà, j'avais vraiment ce besoin d'expérience et de découverte. Et donc, rapidement, j'ai cherché des emplois en Chine. Et à l'époque, il y en avait énormément, puisqu'en fait, du coup, toutes les écoles cherchaient des natifs Ouais. avec la réouverture des frontières. Donc, en fait, ça a été très, très rapide. J'ai été embauchée très rapidement, finalement. Et je suis partie, bah, ça, c'était en mars 2023. Je suis partie en fin août 2023. Ah oui, ok. Donc, assez Ouais, rapidement. franchement rapide. Euh, Mm. et du coup, comment ça s'est passé? Donc, je t'imagine derrière ton ordinateur en train de chercher les offres d'emploi. Mhm. T'as dégoté une interview, t'as lancé les démarches administratives. Comment ce processus s'est fait? Ouais, bah, j'ai eu plusieurs entretiens avec des écoles, majoritairement des universités et des alliances françaises. Et en fait, très rapidement, donc l'Alliance française où je suis actuellement m'a dit que bah, il voulait m'embaucher. Et après, bah, il y a toutes les démarches administratives. Donc, c'est la signature de plein de papiers et puis faire les démarches pour le visa, Un avoir un visa de billet d'avion. travail, du coup. Ouais, du coup, là, c'est un visa de travail et pour le coup, les démarches sont assez conséquente. Heureusement, j'habitais à Paris à ce moment-là parce qu'en fait, il y a plein de démarches qu'on peut faire qu'à Paris. Hmm. Alors, je ne sais pas trop où en France on peut faire ça parce que bah, bon, pour le coup, j'étais à Paris, donc je ne me suis pas posé la question. Mais il y a, par exemple, on doit faire reconnaître son diplôme français, dans mon cas, aux autorités chinoises. Donc, en Ah oui. fait, d'abord, c'est la mairie qui doit faire valider le diplôme, donc prouver que voilà, c'est un vrai diplôme, qu'il est correct, etc. Ensuite, vous l'envoyez à l'ambassade chinoise. Et puis, il y a 26 000 personnes qui doivent le regarder et dire que tout est bon. Voilà. Ensuite, il faut faire plein d'analyses médicales pour vérifier que tu n'as pas telle ou telle maladie. Hmm. Il faut aussi, fallait faire des nouveaux vaccins. Bon, moi, ça va, j'étais à jour sur à ce niveau-là. Voilà, enfin, plein de petites démarches un peu reloues Ouais. quand on est à Paris, c'est assez pratique. Mais je sais que j'ai des collègues par exemple, j'ai une collègue qui était en Bretagne et en fait, elle a dépensé plus d'argent à faire des allers-retours à Paris que à acheter un billet d'avion. Ouais, ça, c'est Donc voilà, l'administratif, c'est sûr. Ok. voilà. Et donc là, tu as ton visa de travail Mm. pour une durée de 1 an Un an. renouvelable? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est avec mon contrat de travail. Donc Ouais. là, je vais renouveler mon contrat de travail pour un an parce que j'enchaîne pour une année de plus. Et je dois, là, bientôt, dans la foulée, refaire mon visa de travail, mais du coup, sur place maintenant. Oui, donc ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Ok. Super. Et donc là, à l'Alliance française, comment ça se passe enfin, l'organisation déjà, comment ça se passe? Comment est-ce que tu obtiens tes cours? Est-ce que vous êtes libre? Est-ce que vous avez des manuels? Enfin, quelle est la philosophie aussi pédagogique, quoi? Alors, c'est deux Mhm. questions en une, je suis désolée. Première, organisation. Comment est-ce que vous vous organisez pour les cours et tout ça et quel niveau t'as?
Ouais. Alors pour l'organisation des cours, les professeurs, on n'a pas vraiment la main dessus. C'est le responsable pédagogique qui gère un peu tout ça. Donc en fait, on a une application, tous les professeurs, où on a notre emploi du temps à nous et où en fait, bah, les cours chaque semaine sont mis dans notre emploi du temps. Donc chaque semaine, on peut regarder un peu ce qu'on a. Et en fait, c'est le responsable pédagogique qui nous place sur des cours. Donc, on a tout type de cours. On a des cours en groupe intensifs du lundi au vendredi. On a des cours privés. On a des cours en ligne. On a des cours en comodal, donc à la fois Mm. en présentiel et en ligne. On a des préparations à des examens, que ce soit le DELF, le TCF, le TEF. On a des préparations Campus France. Euh, on a, euh, on a des groupes qui sont surtout axés sur la communication, des groupes qui sont axés sur l'expatriation. Donc, on a vraiment des groupes très spécifiques et en fait, l'emploi du temps roule pas mal, c'est-à-dire qu'il peut changer d'une semaine à l'autre. Donc, un professeur, on va dire, va être placé sur une classe, on va dire A1 par exemple, mais ça ne veut pas dire qu'il va l'avoir tous les lundis. Mm. Donc, il va y avoir trois professeurs sur une classe et de temps en temps, ce sera Alice, de temps en temps, ce sera Jacques, de temps en temps, ce sera Pierre. Mais l'emploi du temps va changer un peu tous les jours, enfin toutes les semaines, pardon, pas tous les jours. Et ce, en fait, pour assurer que chaque prof fasse toutes ses heures dans un mois, parce qu'on doit Ok. faire un minimum de 60 heures par mois. Donc voilà, on est placé en fonction de nos disponibilités, en fonction de la demande. Ok. On a un Et c'est peu des plus. cours de la même durée? D'une heure, 2 heures? Alors, bah, ça dépend. Les cours privés, ça va être 2 heures. Les cours enfants, c'est entre 1 heure et 1 heure et demie. Les cours intensifs, ça va être 5 heures sur la journée. Ah oui, d'accord. Voilà, après, en fait, on s'adapte énormément à nos élèves, c'est-à-dire qu'ils arrivent à l'Alliance, ils disent, moi j'ai besoin de ça, et on va un peu créer un cours autour de ça. Ouais, super. Donc, toi, en fait, ce qui est stimulant, c'est qu'au final, tu as un public qui est vraiment varié. Tu fais vraiment beaucoup Ouais. de types de cours, quoi. Ouais, ça c'est assez intéressant de jamais faire la même chose d'une semaine à l'autre, de se dire, ah bah c'est cool, le lundi j'ai des A2 et puis le mardi bah, j'ai des cours enfants Mm. euh, non, c'est chouette. Ouais, je comprends. J'ai pas mal de questions au niveau des conditions de travail en Chine. Mhm. Ouais, Donc là, tu nous as dit, tu as un visa de travail, 60 heures minimum par semaine. ouais. Les questions Par qui... mois, par mois. Oui, pardon, par semaine, ça fait beaucoup quand même. Mais bon, Ouais. par mois. Euh, Est-ce que tu es payé à l'heure ou au mois? Est-ce que tu Ouais. as des vacances ou pas? Et combien de Mhm. jours tu travailles par semaine? Ok. Alors, est-ce que je suis payée à l'heure? Alors oui. Donc en fonction du nombre d'heures par mois, je suis payée en conséquence. C'est-à-dire que si je fais 60 heures, je suis payée 60 heures. Si je fais moins de 60 heures, bah, je suis quand même payée 60 heures parce que c'est mon salaire minimum. Donc Ok, on s'arrange pour toujours avoir minimum 60 heures. Si je fais 90 heures par mois, je serai payée 90 heures. Et il y a des cours qui sont plus chers que d'autres. C'est-à-dire que je gagne plus d'argent en faisant un cours privé qu'un cours en groupe. Voilà, ok, parce que pareil, le cours enfant coûte un peu plus cher qu'un cours adulte ou des petites choses comme ça. Donc, le salaire varie beaucoup en fonction des mois. Il y a aussi bah, les DALF. ouais, Voilà, quand il y a le DALF et que je suis examinatrice et correctrice, bah, évidemment, ça s'ajoute. Voilà. d'accord. Euh, Ensuite, tu m'as demandé Tu combien de travailles? jours je travaille par semaine. Ouais, Alors, on est obligé d'avoir au moins un jour de repos par semaine. d'accord. Voilà. Quand c'est possible, deux. Ok, Et dans les périodes un peu plus denses, souvent, c'est pas possible. Donc, un jour par semaine, ça, c'est sûr. Après, c'est jamais le même. ok, Parfois, ça diffère. ok. Donc Et beaucoup les vacances, d'adaptabilité, quoi. hmm, Beaucoup pardon? d'adaptabilité quand même au niveau de l'emploi du Ouais. temps qui est demandé. Ok. Oui, tu disais pour les vacances? Et pour les vacances, on a les vacances nationales chinoises. Donc, une semaine en octobre, c'est la semaine de la fête nationale. Donc là, tous les Chinois sont en vacances. Et on a 3 semaines en février. Donc, c'est la période de la fête du printemps, donc le nouvel an chinois. Là, D'accord. pareil, tout le monde a 3 semaines. Donc, ça fait 4 semaines communes.
et plus une semaine volante, donc c'est-à-dire une semaine que je peux placer quand je veux. Et ensuite, si je veux prendre des vacances en plus, c'est possible, mais ce sera du sans solde. Ok. Donc Ça, là, par c'était des exemple, vacances payées. Les- oui, tout à fait. Les vacances nationales et la semaine volante, c'est des vacances payées, payées au minimum d'heures du coup. Mm, mm. Et, sinon c'est du sans solde. Là, je pars en vacances 3 semaines en France et j'ai pris du sans solde parce que j'avais déjà dépensé ma semaine volante. Ok. Et la question qu'on me pose souvent aussi, comme tu disais, FLE, c'est souvent, ça arrive souvent avec précarité. Est-ce Mhm. que, enfin, toi, tu estimes que tu as un bon niveau de vie ou est-ce que c'est justement assez précaire, assez difficile? Ouais. Bah, un des avantages pour enseigner à l'étranger, c'est que, bah, en tout cas en Chine, les professeurs sont beaucoup reconnus, sont très reconnus, pardon. Et notamment quand on a un master, c'est vraiment un diplôme qui est bien reconnu ici. Donc, pour le niveau de vie, je dirais que j'ai un niveau de vie supérieur, bien supérieur à la moyenne des Chinois. Ouais, Pour te donner une idée, on va dire que le salaire moyen dans la ville où je suis, c'est 4 000 yuan. Et moi, je suis à 9 000 minimum. ok, Voilà, donc ça peut varier en fonction de mes cours. Il y a des mois où je peux aller jusqu'à 12 000, d'autres. Voilà. ouais. Ça fait presque des salaires européens pour une vie Mm. en Chine, coût de la vie beaucoup plus bas. Voilà, donc voilà, comme le coût de la vie est beaucoup plus bas, c'est pas mal. Donc ça permet d'être assez confortable. Ouais. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de retour parce que c'est vrai qu'on dit souvent FLE, précarité, mais en fait, il y a quand même des opportunités. Alors certes, avec des contraintes, il faut que tu sois adaptable, il faut que, Mm. enfin, voilà, il faut que ton emploi du temps, que l'acceptes ton emploi du temps bouge, mais avec quand même une expérience ben, assez satisfaisante. Ouais. Bah, c'est ça, ça convient pas à tout le monde de pouvoir de devoir être disponible n'importe quand dans la semaine, d'avoir son emploi du temps qui change. Je sais que j'ai des collègues qui sont mariés, qui ont des enfants, et c'est un peu plus difficile pour elles. Elles se sont adaptées parce que voilà, elles connaissent le responsable pédagogique qui leur donne, on va dire, un emploi du temps un peu plus fixe qu'aux autres, plutôt que moi. Voilà, moi j'habite toute seule, je n'ai pas Ouais. d'enfant. Donc s'il y a une galère et qu'on m'appelle la veille pour dire demain il faudrait que tu remplaces machin, bah, y a pas de problème parce que Ouais. Oui, il après, n'empêche qu'on peut dire tous les mercredis soirs, par exemple, j'ai cours de sport, donc est-ce que tu peux me bloquer ce soir-là? Et hmm, donc il y a aussi beaucoup de communication qui se fait avec le responsable pour pouvoir ben, s'adapter au mieux aux enseignants, quoi. bien sûr. Mm. Et j'ai des questions aussi, parce qu'on a souvent des remarques, même moi, là j'entends mes collègues, parce qu'on a un public international, sur le public chinois. Est-ce que toi, tu as remarqué des traits communs à tes apprenants en Chine? Est-ce que tu as dû adapter tes cours en fonction de ça? Est-ce que même l'Alliance française hein, a du coup une vision pédagogique en fonction du public chinois? Enfin voilà, je te laisse la parole. Ouais. Bah, ce que j'ai remarqué, c'est que le public chinois a des habitudes d'apprentissage qui doivent leur venir de l'école. C'est qu'ils veulent tout savoir, tout comprendre, et ils veulent toujours savoir le pourquoi du comment, et ils veulent tout apprendre par cœur. Le moindre détail doit être identifié. Hmm, Donc ça marche bien quand on apprend des dictées, des choses comme ça. Pour apprendre les pages de vocabulaire, ça peut être pratique. Mais quand on veut apprendre une langue étrangère, c'est un peu plus difficile dans le sens où bah, leur méthode d'apprentissage en Chine, c'est un peu une méthode qu'on appelle traditionnelle dans le monde du feu. C'est-à-dire, on apprend des pages de vocabulaire, on fait beaucoup de lectures, beaucoup d'exercices de grammaire et finalement très peu d'oral. hmm. Tandis que bah, la méthode qu'on essaie de mettre en place à l'Alliance française, c'est plutôt des méthodes communicatives où c'est bah, la production orale avant tout, et puis évidemment, on apprend du vocabulaire et on apprend la grammaire, mais on essaie toujours de mettre en pratique ce qu'on apprend dans de la production orale et dans des exercices, on va dire, actifs, Ouais. toujours garder les étudiants actifs et proactifs qui participent à la classe, les pousser à poser des questions, les pousser à faire des erreurs.
Alors que pour eux, j'ai l'impression que c'est difficile d'accepter de faire des erreurs. Oui, S'ils sont pas à 100% sûrs que leur phrase est correcte, ils vont préférer se taire et laisser quelqu'un d'autre parler. ouais, je vois. Voilà. Donc, c'est tout un processus au début, quand ils commencent l'apprentissage, de leur présenter notre méthode et de leur faire comprendre, de leur apprendre que, bon, en tout cas de notre point de vue, le plus efficace, c'est directement d'essayer de communiquer. Voilà. Mm, Parce qu'ils ne sauront jamais tout, tout dire. Ils ne connaîtront jamais tout le vocabulaire. Moi, je ne connais pas tout le vocabulaire de la langue française. Ils ne connaîtront jamais la grammaire sur le bout des doigts. Ils feront toujours des fautes par-ci, par-là. Et c'est pas grave, mais que c'est important de leur apprendre à prendre confiance en eux et à parler quoi qu'il en coûte pour communiquer dès le premier jour. Parce que ouais, pour nous, et pour moi, je suis d'accord, c'est le plus important. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile pour eux de comprendre. Donc ça va dépendre des étudiants. Il y en a qui arrivent plus facilement à lâcher prise et d'autres pour qui c'est très difficile et qui vont rester fermés sur eux-mêmes avec leur téléphone à côté tout le temps. Et il y ouais, en a, ça me rend folle. Tu sais, il y a des applications qui enregistrent en oui. direct ce que la personne dit et qui traduit vraiment en direct. Oh, J'ai des apprenants qui font ça, qui posent le téléphone et pendant le cours, pendant que je parle, eh ben, ça s'écrit en français et ça traduit directement en chinois. d'accord, ok. Ouais, donc, tu as Donc, quand des même fois, tout un travail de explicitation, Mhm. d'accompagnement, de posture, vraiment rendre, ouais, changer la méthode et expliquer le pourquoi assez importante, quoi. Mais même si on se concentre sur, par exemple, comment fonctionne le DELF et le DALF, donc il y a toute une partie en production orale à partir de B1, donc on va commencer à demander de donner son avis, voilà, Mm, de donner des arguments pour, contre, et toi, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et ça, c'est aussi quelque chose de difficile pour le public chinois qui n'est pas habitué on va dire, comment dire ça? Ah oui, exprimer le moins, ouais. à donner un avis personnel, à s'exprimer et à contredire quelque chose, à Mm, dire je ne suis pas d'accord. Alors que dans l'éducation française, on apprend très très tôt à ouais, donner un avis, à faire des dissertations, à exemplifier. Donc c'est quelque chose qui est vachement ancré dans notre éducation, mais pour eux, c'est vraiment pas du tout naturel et spontané. Donc lorsqu'on travaille le DELF, même dans un cours de FLE classique, quand on commence à leur demander leur avis, qu'est-ce que tu en penses? C'est difficile pour eux de trouver des arguments d'assumer leurs propres opinions et ne pas s'aligner avec, on va dire, les opinions globales ou on va dire acceptables. ouais, je vois. Hyper intéressant. J'ai une dernière question. Bon. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui va enseigner le FLE en Chine, qu'est-ce que ce serait? Hmm, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, peut-être apprendre un petit peu le chinois. Hmm, C'est peut-être pas axé fleu, mais le truc, c'est que la Chine, ben, les Chinois ne parlent pas vraiment anglais. ouais, En tout cas, si vous n'êtes pas dans une grande ville internationale comme Shanghai ou Canton ou à la limite Pékin, les Chinois sont pas très ouverts sur le monde. Donc, quand on débarque et qu'on connaît pas un mot de chinois, c'est assez compliqué de s'intégrer et de se sentir à l'aise dans le pays rapidement si on n'a pas de personnes pour nous aider. ok. Donc, je pense que ça, ce serait un conseil pour la vie quotidienne. Et puis ensuite, pour le côté FLE, je dirais ne pas avoir de préjugés sur les élèves, parce qu'on entend beaucoup de choses sur l'éducation chinoise, euh, l'enseignement, comment ils apprennent, etc. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer, c'est leur manière de fonctionner. Donc, il ne faut pas avoir de préjugés ni les pousser trop. Je pense qu'il faut leur faire découvrir notre langue, notre monde, notre culture comme on peut, tout en s'adaptant au mieux Hmm,
à chacun des élèves et en s'adaptant à leur personnalité. Oui, pas venir avec des gros sabots et dire c'est comme ça, et Ouais. être plutôt dans l'écoute, la compréhension et amorcer une Disons, réflexion, quoi. avoir peut-être une connaissance de la culture chinoise pour pouvoir Mm. comprendre les étudiants. Ouais, Super. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Franchement, je sais qu'il fera des heureux. Je te remercie pour ton temps. avec plaisir. Je te dis à bientôt. À bientôt.